They try to put it as if it's justified. Et je les ai dit, no, you came to study and then to go home on your stay. Why would he have a... D'accord. Donc, rien à faire pour que le son sorte. The sound is coming out of that audio de son. Ou pas dedans. You know what they say about le quart d'heure montre rien. Non. Hi. Hello. Je suis Soufiane, c'est populaire en France. L'étymologie à partir du mot banlieue. Le traitement médiatique, mais aussi... je m'appelle pas pareil, Sofiane, pour pas changer. The same. Ready for us? Yeah, we're ready for you to talk. Well, I thought you were gonna respond to the presentation from the other folks. No. You want to talk? You want to tell your story? Yes. Well, let me listen. Okay, so you know what? Well, can you just give us a little bit of an introduction and context, Jeanette, what you want us to talk about again? Absolutely, yeah. So the idea here is that the reason why we've invited all of you to speak together is because we want to simply open up the discussion. In France here we're in a period, a very political period before elections, and there have been, as usual, as there are over the years, episodes of injustice towards people living in a situation where they are almost isolated from certain parts of society or my own perspective. And the reason why I wanted to talk about this today is that there is a lot of, they are stigmatized in society, often judged on perhaps, you know, things that are badly portrayed in the media, unfairly portrayed in the media. I think that it's a good thing for people to open up to those ideas, and that's why I've invited you guys to talk together about your experience. Observer tous les deux, c'est que c'est plus mixte en France par exemple qu'ici. Mais sur le côté institutionnel et du boulot, c'est pire là-bas qu'ici. Sur le côté politique, c'est pire partout. C'est la même chemise qui est portée de deux façons, mais c'est la même chose. Ah. Et mon frère, après un master en finance, il est rentré en Guinée. Ce que mes parents font, ce qui est l'import et l'export et le business. Moi ici, c'était un peu plus facile pour moi de trouver du boulot, parce qu'il y a déjà des lois, il y a des organismes qui se sont battus pour des années pour que avoir du boulot pour une femme, pour une noire, pour une immigrante, soit un peu plus facile. Mais ce n'est pas simplement pour parler. Je veux dire, chaque mois, il y a des numéros qui cherchent. Donc, par exemple, dans une compagnie qui a 10 employés, ils cherchent à voir qu'il y a au moins 3 qui sont, par exemple, femmes ou noires ou immigrées. Et c'est suivi et c'est reporté là-dessus. Maintenant, comme en France, mais moins qu'ici, une fois que tu arrives à un niveau, c'est pas possible de passer là-dessus. OK? Et ça s'appelle le glass ceilings. Je pense que vous en savez un peu plus en vivant en Europe. Ça, c'est pire coïncidence, hein? Parce que je savais pas c'est de cela que j'allais parler. J'en parle pas au boulot, mais Doug connaît l'histoire. Malheureusement, pour moi, pendant que j'étudiais et pendant que je faisais plein de choses, sur le côté de la police et politique, je pensais que moi, c'est vrai que je suis noire et tout ça, mais si je ne fais pas quelque chose de mal, je vais jamais me retrouver dans des problèmes ou avec la police qui flingue les noirs de gauche à droite. En 2012, ma mère appelle une ambulance pour... J'avais un petit frère ici, pour amener mon petit frère à l'hôpital, parce que elle est venue en vacances et pour son anniversaire, elle a réalisé qu'il se sentait pas bien. Elle a appelé l'ambulance vers 6 heures.
au lieu de l'ambulance à cause de son nom. Il s'appelle Mohamed. Nous sommes musulmans. Parce qu'il est noir, il avait une barbe. Ça, je le dis très rapidement. Les policiers sont venus. Ma mère les a dit non, qu'elle veut une ambulance, qu'elle veut pas de policier, qu'elle veut l'amener à l'hôpital. Ils ont laissé ma mère en bas. Ils l'ont complètement écartée. Ils ont cassé la porte de mon frère. Ils l'ont flingué dessus 9 fois. Pendant qu'il était par terre, couché, ils ont mis une balle dans sa tête. Ça fait 5 ans que je suis dans les tribunaux. Donc, à cause de ça, je me suis retrouvée dans un monde que je ne savais même pas exister. Et c'est très long. Mais ça fait 4 ans que ma famille et moi, on se bat là-dessus. We're so sorry. Thank you. Terrible. So, et du côté des médias, moi j'ai vu ma mère à la télé, j'ai plus de télé. J'ai vu dans les journaux que mon frère avait un couteau. Et je connais mon frère. Au fait, ici, la loi, par exemple, même s'il casse la porte, il rentre, si tu as un couteau, ils peuvent te tuer. Et comme ils le savent, ils écartent tout le monde, cassent la porte, ils te tuent comme si ta vie ne valait rien, surtout si tu es noir, si tu es musulman. Et s'ils pensent que, bon, rien ne va en sortir, et ils montent. Aujourd'hui, après 4 ans, finalement, c'est sorti qu'ils montaient, que mon frère n'avait pas de couteau. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas fait. Mais finalement, le juge a accepté qu'on poursuit l'affaire au lieu de laisser tomber. Mais il n'y a pas ce que cette agence n'a pas fait. Ce n'est pas simplement la police. C'est la police, c'était le maire, c'était les journalistes. C'est tout un organisme, je ne sais pas comment expliquer. Et les avocats aussi, qui sont derrière, qui soutiennent, qu'il n'y a aucune conscience pour qu'ils pensent que peut-être à un certain point, il faut faire ce qui est juste et ce qui est vrai. N'est-ce pas? We should all have the same rights and justices. Donc ici, je pense que peut-être vous le savez ou pas, mais avec le Black Lives Matter movement, ces problèmes sont venus plus au visage de tout le monde. Il y a plus de protestes et tout le monde, avec le nouveau président qu'on a maintenant dans ce pays, hein, c'est un des pays qui ne peut pas barrer l'immigration ici, parce que tout le monde est immigrant dans ce pays. Tout le monde, à part les Américains noirs. Mais avec Trump comme président, au moins, c'est un peu plus facile parce qu'ils vont plus dire que les States sont pas racistes. C'est clair et net que c'est très, très raciste aussi. Et ça, c'est donc, nous sommes là-dessus. À ce moment-là. Mais ce qu'on voit par les médias, à la télévision, on s'aperçoit que la police a un pouvoir absolu. Et d'ailleurs, je suis toujours genre en image, il tire avant et on questionne après. Et donc, il y a peut-être aussi cet aspect du système américain qui donne peut-être trop de pouvoir à sa police. Voilà, ça c'est la première impression, c'est une impression que j'ai. Maintenant, on a fait une petite parenthèse sur le nouveau président. C'est vrai que le nouveau président a une image extrêmement négative dans mon entourage, au moins dans mon entourage, parce que c'est vrai qu'on est aussi intéressé par le monde, donc tout ce qui est information liée aux États-Unis ou ailleurs sont toujours intéressantes à connaître. Mais c'est vrai que lorsque j'ai appris la nomination de Trump, j'étais au Vietnam, j'ai dit oh là là, les Américains. Non, alors malheureusement, ça a été ma réaction. Pourquoi les Américains ont voté Trump, quoi? Alors c'est pas de votre faute peut-être, hein, Ils ont pour rien du tout, c'est pas justifié. Et pire que ça, les enfants ici noirs qui sont nés ici, ils font tout pour les mettre dans le système de prison dans ce pays. Agression, je dirais les mêmes positionnements. Non, c'est vraiment spécifique. C'est vraiment spécifique. Les numéros ne montent pas. Hein. Ça, c'est ce qui est de sûr et de vrai. Vous avez une minorité qui est plus en prison qu'une majorité, il y a un problème. D'accord. Oui. Et ça, c'est fait. C'est statistique. D'accord. And do you hope for justice ultimately for your brother? Do you have reason to hope? Yes, I do. For the first time, I mean, this has been a rough battle. Uphill like
I do not know how to explain it, but a judge has allowed us to go to trial. And the knife that they accused him of was never found because there was no knife, was never tested for DNA. As a matter of fact, they said a storm came and took out all of the evidence that they had, the clothes, everything that would justify that they executed my brother, as a matter of fact, because they thought they can get away with impunity. So you're waiting for a trial, and then if you win the trial, do you think that it could be a precedent to help other people? Absolutely, because for the first time, in the motion that we pushed, if we win, it will make it illegal for the police to come break someone's door when there is no crime in progress. He's all by himself. He opened the door and said, you know, I did not call you guys. I'm just not feeling well. I want to rest. And then you break a door and go and kill someone. They cannot do that anymore. I am also pushing for a side on mental health. I mean, the way they criminalize mental health in this country, I cannot begin to explain it. So yes, I am hoping that should we win, and this is the civil side, we're pushing. So the Manhattan DA, who's another cop also, basically, declined the criminal side. We are pushing on the criminal side on the federal level also, concurrently with the civil case. But yes, should we win the civil case, it would be illegal throughout the state for the cops to come break someone's door and get in, because our homes is where we feel the safest. When something happens outside, we run inside. So for me, in my mind, it never made sense. So that, yes, that will set a precedent. It's atrocious. And, well, really hope and pray that you'll get the justice that you deserve, and let us know. But it seems insane to imagine this that you've told us, that it's not famous, that everyone's not talking about it, that it's not. So this must be something that's common. There are other cases aujourd'hui. Parce que moi, j'ai un certain âge, j'entends parler de cette ségrégation depuis des décennies. Et le côté intéressant, c'est savoir si elle va en diminuant ou en augmentant. Okay, well, I can answer that. So, I was born. I grew up here, and my family's been here. Who knows? Since depuis, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'archives sur l'esclavage. Donc, on est là depuis peut-être 200 ans, 300 ans. On ne sait pas, longtemps. Mes parents, ma mère, elle est morte. Par exemple, dans les emprunts des banquiers, une pratique qui s'appelle redlining, et puis le deuxième jour, dans la maison, il y a un monsieur qui arrive. Bonjour monsieur, je suis représentant du quartier, l'association du quartier. Vous pouvez comprendre que ta présence, votre présence peut-être réduire la valeur de notre propriété. Alors, je suis chargé de vous faire une offre pour acheter dans votre maison au même prix que vous avez payé. Et mon père lui a dit, ok, bon, si vous avez 2 fois le prix, ça va. Sinon, je vais vous voir la semaine prochaine dans le quartier. Donc il y avait des choses comme ça arrivaient tout le temps, il y avait des problèmes, tout ça. Et tu crois que maintenant, ces histoires-là, il y en a, mais très peu. Mais il y a beaucoup de Noirs maintenant qui vivent dans des quartiers variés. Mais En tout cas, moi, dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'est la banlieue. Pourquoi la banlieue est un problème en France, comment elle a été construite et d'où on tire son origine, aussi bien l'étymologie
de l'historique politique. Et après, je ferai un petit crochet sur le traitement médiatique qui est fait sur les quartiers populaires en France. Voilà. Thank you. Donc, voilà, on va parler cérémonieusement. C'est-à-dire qu'on était déjà dans une sorte d'autorité, un peu comme à l'église ou à l'armée quand un général fait un discours. Après, on part sur la racine germanique avec le mot bana, enjoindre, commandement. Donc on est encore dans un principe d'autorité. Et après on arrive bien sûr au mot que vous connaissez tous, le ban. Loi dans la non-observance entraîne une peine. C'est-à-dire qu'on est déjà dans ce qu'on appellera aujourd'hui les quartiers de non-droit. Ça vient d'ici. Donc bien sûr après ça a donné banus, ban, abandonné, bannière, banal. Et le mot banlieue, c'est simple, avant, quand il y a, au Moyen-Âge, il y avait une ville, donc vous savez, tous les gens qui étaient dans la ville étaient protégés, mais il y avait bien sûr les plus pauvres qui étaient autour de la ville. En cas d'attaque, ils devaient se réfugier dans la ville. Et toute cette zone, qui mesurait un lieu, si on, était sous l'autorité du seigneur qui dirigeait cette ville-là, souvent le châtelain. Donc la banlieue est le lieu où le seigneur exerce son autorité, où il fait régner la loi, où il peut entraîner une peine si la personne ne respecte pas la loi. Voilà. Ça, c'est l'étymologie la plus classique, celle que je connaissais avant de faire ces recherches. Mais là où c'est très intéressant, c'est quand on descend pareil, hein, c'est-à-dire à la même période, ça a donné deux racines. Alibani, homme d'une autre juridiction, c'est-à-dire homme qui ne fait pas partie de la juridiction, étranger, et bon, aubaine qui est la taxe sur les étrangers. Et aujourd'hui, les quartiers populaires sont habités par qui? Par les étrangers. Il n'y a pas de causalité directe, mais on peut voir que la banlieue, le lieu où la loi sévit, si on n'observe pas, est habité par des étrangers. Et pareil pour ban. Mais nous, en France, à un moment donné, on était sur le schéma haussmannien plutôt, l'ancien empire. C'était vétuste. Les toilettes n'étaient pas dans les appartements, ils n'avaient pas toutes les commodités qu'on a modernes. Donc ils se sont dit, il y a le baby-boom, dans les années 50, il faut construire des grands ensembles. C'était l'idée. Bon, c'était une idée, ils avaient prévu ça, que ça ne dure pas très longtemps. Donc ils ont construit des grands ensembles. Au début, c'était le top du top, hein, en termes de modernité, en termes de confort. La douche et les toilettes étaient à la maison. C'était c'était une évolution remarquable. Donc ça a été financé à 80% par l'État, donc on voit bien la responsabilité de l'État dans cette construction. Ils en ont fait des villes entières. Donc ils ont plutôt sélectionné des salariés, des couples, voilà, quand même des classes plutôt moyennes. Les pauvres, eux, étaient toujours dans les villes anciennes, hein, avec l'insalubrité qu'on connaissait, les bidonvilles, surtout pour les immigrés, et les foyers d'immigrés pour les immigrés plutôt de la guerre d'Algérie, les harkis qui étaient beaucoup parqués dans des bidonvilles. Aussi tout ce qui était bassin minier, etc. Et après, il y avait les foyers d'immigrés, les foyers Sanakoutra, etc., qui existent encore aujourd'hui. Parce que c'était encore l'époque où les immigrés étaient célibataires. Ils ne ramenaient pas leur famille, hormis le cas algérien. Donc très vite, ils se sont dit, des grands ensembles, à un moment donné, hein, il y a du suicide, parce que l'homme n'est pas fait pour vivre dans une cage à poules. On n'est pas fait pour vivre dans la verticalité, on est fait pour vivre dans l'horizontalité. Donc il y a eu des suicides, de la délinquance et de l'ennui bien sûr, parce qu'au début c'était des couples sans enfants. Dès que les enfants sont arrivés, à un moment donné ça ne pouvait plus tenir quand on voyait les tours qu'il y a comme à Paris ou comme à La Palette qu'on est en train de détruire de plus en plus. À Phobos, l'ancien Phobos, au Dmassan, on a détruit la dernière tour des Tritons, je ne sais pas si vous le savez, il y a quelques semaines. Donc ça fait peut-être 20 ans que c'est programmé, il y avait 4 tours à détruire, ça a mis plus de 20 ans. Donc dès les années 70, c'est-à-dire même pas 10-15 ans après la construction des premiers grands